Salut à toi, je m'appelle Guillaume Ringot et j'ai créé le podcast La face cachée du MLM et je me suis enregistré avec mon portable en train de faire l'épisode et voilà, je vais le mettre sur YouTube. C'est un podcast qui est destiné aux personnes qui font du MLM et qui en ont marre de faire des listes de contacts, d'appeler leur marché chaud, de créer du lien avec des inconnus sur les réseaux sociaux, mais qui veulent continuer leur MLM sans faire de prospection traditionnelle. A tout de suite avec le premier épisode. Hey, salut, bienvenue à toi dans ce podcast, la face cachée du MLM. Je suis hyper content d'enregistrer ce nouveau podcast. J'ai plein de choses à raconter que j'ai appris ces 3 derniers mois. Installe-toi bien. Avant de rentrer dans le détail de qui suis-je, de pourquoi je fais ce podcast, sur ce podcast, il y a 3 règles. La première, c'est que je ne pitcherai pas mon MLM. Je ne te parlerai pas de mes produits et de mon plan de compensation et qu'il a tel produit qui a eu telle révolution. Non, je ne suis pas là du tout pour ça. Ce n'est absolument pas mon but. Peu importe ton MLM, tu es le bienvenu. On va pas pitcher son propre MLM ici. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que je déteste les méthodes traditionnelles, les méthodes bloquées dans les années 80 où on va faire une liste de contacts, inviter son marché chaud, etc. Voilà, je ne fais pas ça et ce n'est absolument pas le but du podcast de t'apprendre à faire ça ou de t'apprendre à prospecter au hasard sur Facebook, sur Instagram et autres. La troisième chose que je voulais te dire, la troisième règle, c'est que je ne vais rien inventer. Voilà, je ne vais rien inventer. Ce que je vais t'apprendre ici, c'est 3 mois de formation, plus d'1 millier d'euros dépensés aussi en formation. Je te raconterai un peu mon histoire. Je me suis beaucoup inspiré de comment font aujourd'hui pour émerger les nouveaux leaders du MLM aux États-Unis. Moi, je me suis beaucoup formé aux États-Unis via des marketeurs qui m'inspirent beaucoup. Je n'ai rien inventé. Ce que je fais ici, c'est que je te partage ce qui marche pour eux. Un de mes mentors s'appelle Steve Larsen. Et je ne sais pas si toi tu aimerais, mais Steve Larsen, dans sa downline, il a entre 1 à 2 personnes par jour qui lui demandent de rejoindre sa downline. Je te répète ça, 1 à 2 personnes par jour qui lui demandent. Il ne fait pas de prospection. Ce sont les 3 règles. Donc je ne te pitcherai pas mon MLM. Je déteste les méthodes des années 80, les méthodes traditionnelles, tu sais, et je n'invente rien. Je te fais que rapporter ce qui marche aux États-Unis pour des nouveaux leaders. Alors voilà, qui je suis, je vais te raconter un peu pourquoi je fais ce podcast, la face cachée du MLM. Mais c'est quoi ce truc mystérieux? Il y a une histoire qui explique cela. Revenons-en, avant mes débuts en MLM. Moi, j'ai un parcours, on va dire, assez... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Tu sais, le bac ES. Après le bac ES, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'école de commerce. Pourquoi j'ai fait l'école de commerce? Parce que ça me laissait plein d'options. Je faisais partie de ces personnes qui n'avaient pas de métier passion. Je sais pas si t'en as un ou si t'es comme moi ou longtemps tu t'es dit je sais pas quoi choisir, moi j'ai pas de passion, non, je sais pas. Et puis j'avais jamais réfléchi à tout ça, toutes ces questions un peu du sens, ce qui allait me rendre heureux, etc. Et après mon Master 2, j'ai trouvé un premier emploi en tant que business analyst dans le secteur automobile. Donc autant te dire, rien à voir avec le MLM. C'est un peu à l'opposé en fait. Un métier qui m'a beaucoup plu, où j'ai beaucoup appris, j'étais content de mon salaire. J'avais 10 semaines de congé. Alors pour un salarié, c'est top. 10 semaines pour un salarié, c'est un peu, je dirais, la flexibilité du temps du salarié. Donc j'étais vraiment content par rapport à ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques mois, j'étais bien, mais j'étais pas ultra épanoui. Tu sais, du lundi au vendredi, aller d'un point A à un point B, du lundi au vendredi, 42 semaines par an. Je me suis dit, jusque quand j'allais supporter ça, tu vois? Jusqu'à 30. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Est-ce que j'allais supporter ça jusqu'à 40, 50, 60, 70 ans? Peut-être. Et un jour, je vais te raconter un peu comment j'ai eu un déclic. C'est que j'avais une collègue et j'ai rigolé un peu en lui disant toi il te reste encore, je sais plus pourquoi j'avais dit ça, 20 ans avant la retraite. Et elle m'a dit oui mais toi il t'en reste 40. Et j'ai fait ah ouais d'accord ok.
Donc, si je ne fais rien pendant 40, même 43 ans, je vais faire un métier qui ne me plaît pas plus que ça et j'étais pas ultra excité quand je me levais le matin. Je me levais vraiment pour aller prendre quelque chose. Et quand je m'en suis rendu compte, je t'ai bien dit 43 ans. Et moi, alors, tu verras avec ce podcast, je suis quelqu'un de très analytique. J'adore les chiffres, je découpe. Quand j'ai eu ces 43 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je lis, hein, je me souviens plus de exactement ces chiffres. 43 ans, tu sais ce que c'est? Donc là, 43 ans, c'est le nombre de trimestres qu'il faut faire pour avoir la retraite. 43 ans, c'est 2236 semaines, dont, donc là, pour un salarié qui a 5 semaines de congés payés, j'ai pris cet exemple, 2021 semaines de travail, 215 semaines de congés. Ce qui fait 4042 jours de week-end, 1505 jours de congés, donc 5547 jours où tu es libre, mais 10105 jours où tu travailles. Ce qui fait que pendant 43 ans, avec 5 semaines de congé, tu travailles peut-être près de 7 jours sur 10. 7 sur 10, tu vois. C'est ouf quand même, c'est énorme. Et en soi, le travail, c'est pas un problème. Mais est-ce que c'est pas un problème de travailler 7 jours sur 10 pendant 43 ans pour un métier où on n'est pas épanoui, où on se lève juste pour l'argent, où on met pas de sens, qui n'est pas fun? Aujourd'hui, le MLM, il y a quand même énormément de parties alors il y a une partie moins marrante, mais qui est ultra fun. Non, mais moi je me suis dit, non, je veux pas faire ça. Et c'est là où la vie a mis devant moi le MLM. Et je me suis dit, ça répondait à tous mes critères, comme beaucoup de personnes, hein. Les promesses d'indépendance financière, la liberté de temps, le fait que, je sais pas depuis que tu commences le MLM, mais c'est le jour et la nuit en termes de développement personnel, car tu fais des choses que tu n'aurais jamais faites si tu n'avais pas fait ton MLM. Et ça, le MLM, c'est génial pour ça. Et quand j'ai découvert le MLM, donc en parallèle de mon emploi, euh, que j'ai quitté d'ailleurs 1 an et demi après ma découverte du MLM, pour m'y consacrer à temps plein, donc là ça fait un peu plus d'1 an. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai découvert le MLM? Ce qu'on m'avait dit, hein. J'ai fait une liste de contacts, au début c'était 20 personnes, après j'en ai fait de plusieurs centaines, et qu'est-ce que je faisais? C'est que je prenais mon téléphone, j'appelais ces personnes. Alors même au début, ça j'ai arrêté, mais j'habitais Paris, mais je passais mes soirées à boire des verres, entre guillemets, à faire des présentations avec une serviette en one-to-one. Je me rappellerai toujours de cette fille. J'avais passé 4 jours horribles au boulot. Et là, le jeudi soir, je lui présente en fait dans un café. Mais moi, j'avais un peu. En fait, alors j'ai beaucoup progressé par rapport à ça, mais ça me gênait en fait d'arriver à un rendez-vous et tout de suite dire alors mon opportunité c'est ça, ça, ça. J'avais ce besoin de créer une conversation pour pas paraître pour un vendeur. Ça, je pense que c'est ça. Je voulais pas paraître pour un vendeur car j'avais et j'ai encore beaucoup de croyances par rapport à l'argent. Et en fait, on a parlé d'autre chose pendant 40 minutes. Je voulais pas lâcher le morceau. Mais le mec chiant, tu vois, parce que le but du rendez-vous, c'était de parler d'un truc professionnel. Mais j'étais chiant, j'avais peur de sortir mon truc et de présenter mon MLM et qu'on me dise non, non en fait. J'avais peur du non, je pense. Je sais pas si toi, parfois, tu vois, tu as peur du non ou tu as peur du rejet ou tu as eu de la critique. Moi, j'en ai eu beaucoup des critiques, ça fait partie du jeu. Et pour en revenir à cette histoire, c'est qu'au bout de 45 minutes, avant que je présente mon truc, elle me dit ah, en fait, t'as l'air super sympa, ça me rassure, j'avais peur que tu me présentes un truc un peu on va pas citer de nom de MLM, mais un marketing de réseau où tu recrutes des gens et c'est pyramidal. Oh, ça, j'aime pas du tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai inventé quelque chose d'autre où j'ai écourté la conversation, je ne sais plus exactement, mais voilà, enfin, je pars de très loin. C'était ultra formateur. Le fait de faire ça, de contacter, inviter des personnes, ça te fait sortir de ta zone de confort. Tu t'apprends voilà, à faire, à t'en foutre de la critique ou à progresser dans ça. Et je remercie cette méthode pour ça. Je déteste cette méthode. Je ne la fais plus, je ne l'aime plus. Mais je ne dis pas qu'elle n'a jamais marché et qu'elle ne marche pas pour certaines personnes. Qu'on s'entende bien, c'est juste que voilà, je pense j'ai trouvé mieux, quelque chose qui me correspond plus,
Et si tu adores faire plein d'invitations et créer du lien, comme on appelle ça, sur des réseaux sociaux, etc., libre à toi, continue. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, ce ne sera pas du tout le thème. Et comment j'ai découvert ça? C'est que en mars dernier, j'ai fait une saturation, je faisais des invitations au hasard sur les réseaux sociaux. Je me rappelle de mon pitch, c'était oui, bonjour, je vous contacte parce que j'ai vu votre profil, une qualité, etc. J'ai un projet qui pourrait vous plaire. Est-ce que ça vous dirait d'échanger? Et je balançais des invitations comme ça. Aussi, je crée du lien avec des gens. Bref, aujourd'hui, je ne fais plus ça. Ce n'est pas le sujet de ce podcast. Je déteste ça. Et pourquoi je déteste ça encore plus aujourd'hui, c'est que quand j'ai saturé de ça, j'ai découvert des nouvelles techniques aux États-Unis de personnes qui deviennent des leaders sans prospecter et en faisant du marketing. Et même pour certains, ils deviennent des leaders sans même que leurs amis, que leur famille, que leurs chiens, que leur grand-mère soient au courant. C'est fou. Imagine devenir un leader sans avoir à prospecter tes potes, des gens qui n'ont rien demandé, des gens sur les réseaux sociaux que tu vois qu'ils ont un bon profil, tu te dis ouais, ils pourraient faire du MLM, mais ils n'ont rien demandé, ces gens. Clairement, moi je veux ressembler à ces gens, je ne veux plus être un chasseur, mais un gibier en MLM. Dans la nature, c'est pas très bien, dans la savane, c'est mieux l'inverse, mais en MLM, c'est mieux que les personnes ne viennent que être ce prédateur à chasser n'importe quel gibier, des personnes que tu rencontres dans la rue, en soirée, sur les réseaux sociaux, tes anciens camarades de classe. Voilà, aujourd'hui, je ne veux plus faire ça et c'est tout le but de ce podcast. Et voilà, je sens vraiment un second métier, mais toujours dans le but de développer mon propre MLM. Et j'ai vraiment cette conviction qu'en te partageant toutes ces choses, toutes ces techniques, tout ce pourquoi, ça changera radicalement. Je mettrai ma pierre à l'édifice du changement de réputation du MLM. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé que tu prospectes des gens et que les personnes te disent «Oh, c'est pour un truc où tu dois recruter, non merci». Je les connais, les trucs pyramidaux. J'ai vu un reportage à M6, et j'ai vu le reportage du Parisien où il parle de JP Fanguin. Oh, moi, je m'y connais, c'est pyramidal, c'est sectaire. Fais attention d'ailleurs, mon ami, fais attention. Ne fais pas du MLM, c'est pyramidal. Et tu vas perdre de l'argent, etc. Voilà, moi je veux plus travailler avec ces personnes et je veux plus prospecter tout court, mais encore moins avoir affaire à ce genre de profil. À l'inverse, ils ont un peu raison les personnes quand ils te disent que tu vas te perdre de l'argent. Pourquoi je te dis ça? Alors moi j'adore les chiffres, moi j'essaie de baser tout mon... J'essaie d'avancer en fait par rapport à des statistiques, je raisonne beaucoup comme ça. À ton avis, alors aux États-Unis en 2011, sur 100 distributeurs, combien est en bénéfice? Sur 100 distributeurs aux États-Unis en 2011, t'en as combien qui ont plus gagné d'argent, plus dépensé dans les produits de leur compagnie? C'est 1% le chiffre, c'est 1%. C'est fou, c'est fou. Alors, on peut expliquer ça pour plein de raisons. Déjà, il y a énormément, moi c'est le cas dans mon organisation, des distributeurs qui restent des clients à vie car ils adorent les produits. Et généralement, dans le MLM, le produit est d'une qualité, en tout cas c'est ma conviction, dans le mien et dans le tien, j'en suis sûr, ce sont des super produits, car si tu mets des mauvais produits, les gens ne vont pas le recommander. Donc il y a ça déjà, il y a une grosse part qui est comme ça. Mais l'autre part aussi, c'est que tu as énormément de personnes qui abandonnent, car c'est très dur d'encaisser le rejet, de te dire « Ah, tu veux gagner de l'argent ?» Appelle tes amis pour qu'ils consomment, etc. et de un peu changer de relation. Il y a des personnes dans le MLM, il y en a beaucoup, qui font partie de la NFL. Et de la NFL, je ne te parle pas de la ligue américaine de football, je te parle de la No Friends List anymore. Les gens qui n'ont plus d'amis, qui perdent, que leur cercle social est impacté. J'ai fait une enquête sur plus de 100 personnes qui font du MLM et il y a beaucoup de gens que ça a impacté. Donc voilà, il n'est pas question ici de faire partie de cette liste de la NFL. Dans ce podcast, on devient leader du MLM tout en laissant nos amis et nos amis tranquilles et notre famille. Et pourquoi il n'y a que 1%? Pourquoi il n'y a que 1% de réussite? Parce qu'en fait, dans le MLM, les gens, c'est comme si ils faisaient une demande en mariage à des inconnus. Ils arrivaient dans la rue, est-ce que tu veux m'épouser? Ou alors on contactait quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, est-ce que tu veux m'épouser?
Et pourquoi je te raconte ça? Parce que une demande en mariage, une demande de parrainage, ça se fait pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe avant la demande en mariage? Avant la demande en mariage, on fait connaissance, on invite l'hôte à prendre un verre, à aller au restaurant, à passer un week-end ensemble, à passer des vacances, à emménager, à passer des grandes vacances, et puis après on fait sa demande en mariage au bout de, suivant les personnes, quelques mois, quelques années, quelques jours peut-être, hein, dis-moi si ça t'est arrivé, hein, pourquoi pas, hein. Mais il y a eu au moins une étape, ça n'a pas été au premier regard. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un gros problème dans le MLM aujourd'hui, c'est qu'on fait une demande en mariage à beaucoup de personnes. L'autre problème dans le MLM aujourd'hui, la problématique, c'est que aux États-Unis, il y a plus de 1 ménage sur 2 qui a fait ou qui fait, donc une des personnes du ménage, qui fait du MLM. C'est énorme, c'est énorme. En France, c'est moins, ils sont très avancés aux États-Unis, mais je pense que tu connais un peu les chiffres de la Fédération de la vente directe, c'est un nombre qui augmente tous les ans. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'il y a énormément de concurrence de plus en plus sur Internet. Et le problème du MLM aujourd'hui, alors peut-être que tu le fais, moi je l'ai fait, donc il n'est pas question de critiquer, c'est que c'est tout le monde, plus ou moins, a le même système de marketing. Le même système de marketing, c'est quoi? C'est on fait une liste de contacts, on invite les gens, et j'ai une opportunité à te présenter, blablabla. Ou alors sur les réseaux sociaux, ça va être, alors ça j'adore, c'est je recherche 4 partenaires pour la fin du mois, un étudiant, une mère au foyer, etc. Je recherche 4 partenaires, ou alors je recherche des testeurs, des choses comme ça. Et ce sont des choses que j'ai faites, hein. Je ne critique pas, mais maintenant je n'aime plus ça et je ne veux plus faire ça. Voilà, ça ne me parle pas du tout parce que pour moi, voilà, ce n'est pas vendeur. Mais voilà, il y a tout le monde aujourd'hui, juste pour te faire comprendre que tout le monde utilise le même système marketing. Et imagine, voilà, quelqu'un qui voit ça tout le temps, ça repousse de tout le temps voir la même chose. Donc, par rapport à ces problématiques, et qu'est-ce qui va être abordé dans ce podcast, je voulais que tu retiennes 2 choses. Il y a une première citation de Mike Dillard, qui est un entrepreneur qui a monté plusieurs business à 7 chiffres, 7 ou 8 chiffres, voilà, quelqu'un qui est très réputé dans son milieu. Une première citation que j'aimerais que tu retiennes, c'est « Vous devez donner sans vouloir avant de pouvoir avoir ». Tu dois donner sans vouloir avant de pouvoir avoir. Et ça c'est tout ce qui est par rapport à ce podcast et les nouvelles méthodes du MLM, c'est qu'on doit apporter de la valeur ajoutée aux personnes avant d'avoir, avant de vendre un produit, avant de parrainer. Et tout ce que je te dis, ça vaut aussi pour vendre tes produits, hein, mais aussi pour recruter. La deuxième chose, pour que tu comprennes un peu comment ça marche les nouvelles méthodes, c'est que je sais pas si tu avais un peu quelqu'un que tu aimais bien au lycée, mais tu as souvent ce mec ou cette fille un peu, on va dire ce mec mystérieux, et ce mec mystérieux, voilà, qui va pas tout le temps d'envoyer des messages, qui va pas tout le temps de parler, etc. Et ben en fait, avec ce genre de personne, on a tendance à aller vers l'autre personne. Alors que s'il y a quelqu'un qui est très « comment tu vas Guillaume? Ah, en fait, ça va Guillaume, tous les jours, t'as bien mangé Guillaume, quoi de neuf Guillaume ?» Eh ben, c'est l'opposé. On a tendance à s'écarter. Et qu'est-ce qu'il faut tirer de ce mec mystérieux au lycée? Que la prospection, ça rejette, ça écarte la personne, et que le marketing, ça attire. Prospection, ça rejette, le marketing, ça attire. Et ça, c'est quelque chose qui est tout le temps dans ma tête, quelque chose que je retiens, et c'est quelque chose qu'il faut faire pour avancer dans ton MLM. Et la troisième chose, une phrase que j'ai lue qui m'a beaucoup impacté, c'est que aujourd'hui, les gens, ils aiment acheter, ça on est ok, mais ils n'aiment pas se sentir, ils n'aiment pas être vendus. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas se sentir qu'ils doivent acheter, mais ils aiment acheter. J'ai fait un voyage avec ma copine en Turquie, l'enfer. C'est-à-dire que j'arrive dans le magasin et c'est tout de suite, on me force à aller voir des choses, on m'a même pas demandé mon avis, pardon. Et je dis non, excusez-moi, je ne suis pas intéressé. La personne continue, au bout de 3 fois, elle me laissait tranquille. Mais voilà, je voyais qu'elle me suivait de loin dans le magasin. Et j'ai détesté ça. Et j'ai fui. Voilà, je suis parti. Voilà, parce que je sentais que j'étais un gibier, en fait, qu'il y avait un prédateur qui me suivait.
On arrive déjà voilà, à plus de 20 minutes de podcast. Voilà, j'ai vraiment voulu vraiment voulu, je vais y arriver, vraiment voulu résumer les points clés, qui j'étais et le but de ce podcast, ces nouvelles méthodes. Je ne, je ne te pitcherai pas mon MLM, je ne parlerai pas des méthodes classiques, ça c'est clair et net. Je te remercie d'avoir écouté ce premier épisode. N'hésite pas à t'abonner et me laisser voilà, un avis, un retour, voilà ce que tu as retenu de cet épisode. Et aussi, si tu veux, j'ai réalisé une série de 5 vidéos où j'explique pourquoi la prospection traditionnelle est morte dans le MLM et des techniques pour attirer, pour devenir un leader, donc pour recruter et vendre en automatique sans avoir à prospecter ta famille, tes amis et à envoyer des messages au hasard sur les réseaux sociaux. Cette série de 5 vidéos, elle est gratuite, c'est une par jour. Ça se passe sur... Écoute, je te dis à la prochaine fois. Ciao.